18h40, on se retrouve en direct dans Punchline, CNews et Europe 1. On a été rejoint par Alain Bauer. Bonsoir Alain Bauer. Bonsoir. Au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible aux éditions First Edition, un livre que vous co-signez avec Marie Drucker. On va en parler dans un instant. Juste un tout petit pas de côté concernant l'actualité que vous savez, nous traitons en temps réel. Dans Punchline, on a appris que le pseudo-humoriste de France Inter, Guillaume Meurice, allait être convoqué par la direction de Radio France pour un entretien disciplinaire. Je vous rappelle que ce pseudo-humoriste s'était retrouvé au cœur d'une polémique, puisque fin octobre, après donc le pogrom du 7 octobre, il avait dit à l'antenne, il avait qualifié Benjamin Netanyahou de nazi sans prépuce. Il avait alors été entendu par la police judiciaire, mais le parquet de Nanterre avait annoncé la semaine dernière que les poursuites à son encontre étaient classées sans suite. Le problème, c'est qu'il a recommencé à l'antenne, il a réutilisé les mêmes mots, et donc, dans un communiqué, il annonce qu'il ne participera pas aux prochaines émissions sur France Inter auxquelles il devait se rendre, et que la direction de Radio France le convoque à un entretien préalable. Jean-Sébastien Ferjou, il était temps ? Dans la mesure où il le répète. Parce qu'on peut toujours, mais je crois à la liberté d'expression, je ne suis pas certain que le débat public gagne beaucoup à sa judiciarisation. En revanche, dans la mesure où Guillaume Meurice ne pouvait pas être passé à côté de l'émotion que ça avait suscité, de l'inquiétude, même de la douleur que ça avait suscité auprès d'un certain nombre d'auditeurs. Donc choisir de le répéter, ça n'est pas la même chose que de l'avoir dit une première fois. Et effectivement, Radio France s'est montré très à cheval dans une autre affaire concernant un autre journaliste, sans d'ailleurs que ça mobilise absolument... Jean-François Aquili, exactement, sans que ça mobilise du tout les syndicats de journalistes, qui est quand même très étonnant. Assez largement un procès idéologique qui lui était fait. Là, au moins, Radio France prend-elle ses responsabilités. Alain Bauer, ça vous fait réagir ou pas ? Alors moi, je suis déprogien. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Je pense que, comme vient de le dire Jean-Sébastien, la judiciarisation de la parole libre est un problème généralisé. L'interdiction de la prise de parole, le wokisme militant qui veut qu'on interdise ceux qui ne pensent pas comme vous et on crie à leurs frais quand vous-même êtes interdit pour de bonnes ou de mauvaises raisons est un problème généralisé et que le retour à l'ordre, c'est la liberté de parole absolue et le fait qu'on prenne ses responsabilités quand on dépasse ce que la loi ne permet pas. Et ce ne sont ni les universités ni les directions administratives qui ont l'obligation ou la nécessité d'interdire des journalistes ou des humoristes ou des pseudo-humoristes. C'est simplement le fait d'être poursuivi pour outrage, pour diffamation, pour négationnisme. Alors la réduction ad litterum est un objet qu'il faut toujours manier avec prudence, surtout quand on se dit de la gauche bien pensante et qu'on reçoit en contrepartie ce qu'on vient de créer soi-même, y compris la répétition. La répétition, dans ce cas précis, est juste une provocation. Et qui est sanctionnée, très bien indiqué, non pas par la justice, mais par sa direction. M. Aquili a été poursuivi pour quelque chose qu'il n'a pas fait, lui, à l'antenne. Et donc, je pense qu'on est là dans un autre type de sujet. Donc, cette généralisation de l'interdiction de la parole me pose un problème. Et Eugénie Bastier, vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je pense, je referai l'aphorisme de Desproges, je dirais on peut rire de tout, mais pas avec l'argent de tous. Parce que moi, ce qui me pose le problème chez Guillaume Meurice, c'est qu'il a été payé par nos impôts sur le service public. Et je n'ai aucun problème avec sa blague, il pourrait la faire ailleurs. Elle me fait pas rire, personnellement. Non. Je ne pense pas qu'il doive se retrouver devant les policiers pour cette blague, pour apologie du terrorisme. Ça, je trouve ça absolument grotesque. Mais le problème, c'est qu'il est aussi vieux que la fable de La Fontaine sur le chien et le loup. Vous savez, le chien, il est bien nourri, il perd sa liberté. Si vous voulez votre liberté, vous pouvez l'avoir, mais en dehors du service public, en dehors des impôts des Français. Et je pense que le service public a un devoir de neutralité, de modération, de réserve qu'il n'a pas appliqué. Et deuxième chose, il a mis dans l'embarras quand même toute une station où il y a des gens qui travaillent, qui ont été gênés par ses propos, qui ont dû se justifier devant un certain nombre d'interlocuteurs. Il a mis en embarras son employeur, il n'en a rien à faire, il recommence. Donc je trouve que c'est un manque aussi de loyauté par rapport à l'institution qui l'emploie, tout simplement. Dernier mot là-dessus, Louis. Moi, je trouve qu'au-delà de Guillaume Meurice, et la question n'est pas tant celui de l'humour ou pas, c'est la question de Radio France, de France Inter. Je rejoins
loin, et je vais un peu plus loin que ce que disait Eugénie. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous avez une radio qui normalement est une radio de service public dans laquelle il y a des prises de position, il y a des combats, il y a des engagements. Moi, ça ne me gêne absolument pas quand il s'agit d'un média privé, mais quand il s'agit effectivement de l'argent de tous les Français, la moindre des choses, c'est de garder une vraie neutralité, et c'est ça l'engagement du service public. Ou à minima de garder le pluralisme, parce que peut-être bien sûr la neutralité qui est un objectif. Je suis d'accord avec vous, le pluralisme. Mais le pluralisme, et malheureusement, il y a quand même très peu de pluralisme sur les antennes du service public. Je ne sais même pas s'il devrait y avoir des humoristes sur le service public, parce que la mission du service public, c'est d'abord d'informer, de cultiver. Il y avait cette mission de distraire, mais aujourd'hui, que la distraction est partout, et je ne sais pas si vraiment ça a un sens encore d'avoir. Et nous, sur Europe 1, on a Gaspard Proust et on l'adore. Oui, et qui nous fait beaucoup rire. Et lui, il nous Tous fait les beaucoup matins. rire. Voilà, donc on lui donne un petit coup de chapeau à Gaspard Proust. Alain Bauer, donc vous êtes professeur de criminologie. Pardon, je me suis immédiatement reprise avant que vous me fassiez les gros yeux. On est malheureusement en proie dans l'actualité à une succession d'agressions qui concernent des jeunes. Là, on a encore eu une jeune lycéenne à Toulouse qui a été agressée au couteau par une autre élève. Dieu merci, a priori, c'est une blessure superficielle au bras. Néanmoins, ces attaques au couteau se multiplient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un effet copycat, c'est-à-dire que tout le monde veut faire la même chose, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Alors d'abord, il y a un dispositif qui a commencé il y a déjà plusieurs années. Ça fait 10 ans qu'il y a une inversion de cycle et de tendance extrêmement rapide, extrêmement intense, qui touche de plus en plus de personnes, qui crée de plus en plus de victimes, à la fois en homicide et en tentative d'homicide. Et il y a donc là un processus qui touche les jeunes comme les moins jeunes. C'est un processus de règlement de compte généralisé qui dépasse très largement les opérations criminelles. 2, le couteau, c'est toujours ce qu'on a trouvé de plus simple. Les armes à feu se sont certes beaucoup répandues, mais elles servent essentiellement au trafic de stupéfiants et au crime organisé. Elles se sont assez peu développées, à part les armes de chasse qui elles-mêmes servent de temps en temps à régler quelques conflits de voisinage dans des conditions assez brutales, qui d'ailleurs amènent parfois des policiers et des gendarmes à être abattus en essayant de gérer ce qu'on appelle un forcené. Et puis, troisièmement, il y a un processus d'accélération de l'intensité et de la rapidité de la violence par les réseaux sociaux, les comptes fichards et l'incapacité... Les comptes fichards, des comptes dits affiches. Ah, d'accord, c'est-à-dire des comptes qui dégradent vos petits camarades à l'école, produisent des photos désagréables ou des commentaires encore plus désagréables et qui poussent au paroxysme d'un passage à alors soit à la honte, soit à la tentative de suicide, soit au harcèlement et hélas à la tentative, à la violence physique sous toutes ses formes, qu'on voit d'ailleurs ici et là. Et puis on a maintenant les adjoints du shérif, ceux qui veulent venger de supposées atteintes, alors certains à la religion, d'autres à la manière dont leur petite sœur pourrait ou ne pourrait pas avoir des copains ou des copines d'ailleurs, et puis d'autres qui là, ce sera un dépit amoureux à Toulouse. Oui, c'est ça. Une lycéenne agressée par un autre lycéen cette au couteau. augmentation générale... Non, mais c'est au couteau, c'est pas anecdotique, quoi. Oui, mais le surinage n'est pas né d'hier. Si vous voulez voir, ça vient, c'est une vieille histoire. Il se trouve qu'on l'avait régulé et réduit, vraiment domestiqué, si j'ose m'exprimer ainsi, pendant quasiment une petite centaine d'années. Les Apaches, ça date des années 1900, mais que le retour de SIC, c'est 10 ans aujourd'hui, et que cette explosion véritable, puisque en 2023, on a le plus mauvais chiffre des 50 dernières années en homicide et tentatives d'homicide, on le dit pas assez, ça. Confondus. Et c'est un vrai sujet. Alors Eugénie veut absolument réagir. Eugénie Bastier. Est-ce qu'on n'a pas trop tendance à attribuer aux réseaux sociaux et aux écrans une violence qui vient d'ailleurs? Parce que je pense par exemple au cas de Viry-Châtillon ou au cas de Châteauroux, où il y a des jeunes effectivement extrêmement violents, où là on n'a pas d'affaire de réseaux sociaux, de rivalité sur Internet. Et j'ai parfois l'impression que le pouvoir politique utilise les écrans, les réseaux sociaux pour ne pas donner d'autres raisons et pour se dédouaner quelque part en disant voilà, tout ça c'est la faute des réseaux sociaux. Il me semble qu'il y a une violence aussi endémique qui est peut-être certes amplifiée par les réseaux sociaux, mais qui existerait même sans réseaux sociaux. Alain Bauer. C'est un effet d'amplification et d'intensification, mais sauf que ça élargit le champ et ça raccourcit le temps du passage à l'acte. Donc on a un problème qui est l'effet d'amplification et d'intensification. Alors vous avez raison, tout n'est pas né ou lié aux réseaux sociaux, mais la visibilité des choses, le moment où le passage à l'acte a lieu, n'est pas systématiquement lié à l'immédiateté de l'affichage ou de la mise en cause. C'est parfois une construction relativement longue. Donc vous avez toujours des cas relativement isolés, mais quand vous regardez ce qui se passe notamment dans les attaques au couteau en Grande-Bretagne, qui est vraiment le
l'anti-modèle, là où ça a commencé le plus vite, là où c'est passé le plus fort, là où quasiment la moitié des attaques, des 50 000 attaques ont eu lieu au couteau et qui fait l'objet d'une analyse assez fine de tous les services européens, parce qu'on considère que si ça se passe là-bas, c'est donc que ça va nous arriver aussi. On constate que l'effet amplificateur, intensificateur des réseaux sociaux est l'élément majeur du moment du passage à l'acte, quelles qu'aient été les raisons initiales. C'est pas l'immigration. Non, parce qu'une partie importante sont des gens qui sont tous issus de l'immigration. On n'a pas cette problématique, puisque les Anglais ont des statistiques ethniques qui permettent de savoir qui est victime de qui, et avec un classement assez détaillé d'ailleurs, parce que la plupart des ressortissants ne veulent pas être classés, par exemple, dans blanc. Vous avez des sous-catégories écossais, irlandais, anglais. Donc le niveau de précision de l'enquête est très développé, et on se rend compte justement qu'il y a un problème d'âge, il y a un problème de jeunes mâles, c'est-à-dire ce sont des jeunes hommes beaucoup plus que des jeunes filles, même si leur proportion augmente tendanciellement. Il ne faut pas sous-estimer ce retour inattendu de la parité dans les affaires de violences physiques, y compris les bandes de jeunes filles. Mais surtout, vous avez des problématiques de règlement de compte liées à un événement particulier qui est soit la concurrence sur le réseau de la distribution de stupéfiants de toute nature, y compris chimiques, et deuxièmement, des règlements de compte entre individus liés à des questions d'honneur, ce qu'ils pensent être l'honneur, ou l'honneur de leur petit-fils, etc. Et d'ailleurs, vous le voyez même en France, si vous regardez par ce qu'on sait des auteurs et des victimes, dans un certain nombre de cas, notamment, alors je ne parle pas de Châteauroux, mais d'autres, eh bien, vous n'avez pas des Bretons qui se battent avec des Alsaciens, pour faire un résumé extrêmement... Louis de Ragnel, une petite question. Mais justement, je poursuis ce que disait Eugénie. Cette semaine, Europe 1 a révélé donc, justement des statistiques qui avaient été recensées dans une note de la police judiciaire. Et la DNPJ. Exactement, et qui expliquait et tout ce que vous venez de dire, et qui expliquait également qu'il y avait 2 fois plus d'auteurs étrangers responsables d'attaques au couteau mortel que de ressortissants français. Est-ce que vous voulez dire auteur, mais vous n'avez pas le chiffre des victimes, ce qui est le problème que les Anglais ont résolu. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais sur les auteurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même 2 fois, il y a une surreprésentation des étrangers dans les attaques au couteau mortel. Et ça veut quand même dire quelque chose. Alors, ça veut dire quelque chose, à condition que vous ayez une analyse simplement démographique qui permet de savoir si effectivement c'est un indicateur de l'origine ou c'est un indicateur de l'âge. Il se trouve que la démographie due à un propre désastre qui est le nôtre, la non-production d'enfants, entre guillemets, dits de souche. Alors, j'aime pas beaucoup souche, c'est toujours un arbre mort, mais de racines, on va dire, par rapport aux vagues d'immigration qui sont essentiellement beaucoup plus masculines que les autres, y compris en 2e et en 3e génération, par rapport au nombre d'enfants, fait que auteurs et victimes se ressemblent et que le problème est plus démographique qu'autre chose, et que la question des origines peut être posée. Moi, elle ne m'a jamais posé de problème particulier. Il n'y a pas de tabou dans les questions qui sont posées, mais dans ce qu'on sait, et grâce notamment aux Anglais, on se rend compte que les auteurs et victimes se ressemblent et qu'il y a une communautarisation de la violence physique qui est un sujet en soi et qu'on n'est pas dans une disproportion aussi importante que celle que vous indiquez. Ils sont beaucoup plus nombreux comme auteurs, mais ils sont aussi beaucoup plus nombreux comme victimes. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, pour Alain Bauer. On parlait des réseaux sociaux, mais y a-t-il une responsabilité aussi de la représentation de la violence dans la culture pop de manière générale ? Il y a beaucoup de séries, on le voit sur Netflix, sur Amazon Prime, vous le disiez même sur les règlements. Surtout sur MyCanal. Les règlements de compte. Si vous voulez pas parler de la responsabilité de MyCanal dans le développement des attaques au couteau, je vous en laisse la liberté, Laurent. Mais est-ce que, y compris même Taylor Swift, la méga star américaine, qui dans chaque chanson se venge de ses... Rapidement. Parce que c'est aussi une culture du harcèlement. En fait, dans la réalité, on n'a jamais eu autant... Les États-Unis font des méta-études depuis des dizaines d'années, car ils se posent cette question depuis des dizaines d'années, et ils ont démontré qu'on n'a jamais eu autant de meurtres, d'assassinats et d'agressions dans la télévision, dans les séries, etc., et que le chiffre s'était effondré dans le même temps, parce que entre ce qu'on voit et ce qu'on reproduit, il y a un élément intermédiaire qui s'appelle... Mais tout dépend peut-être qui le voit.
parce que les gens qui s'installent en Europe ou aux États-Unis... Rapidement, votre réponse, Alain. Je ne suis pas inquiet. Je pense que tout le monde voit tout partout et que le développement des téléphones amène à ce que l'âge de... Non, mais je voulais vous dire par là qu'on pouvait imaginer une espèce d'hybridation entre une violence importée... Jusqu'à la Bauer termine. S'il vous plaît, les amis. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a un très faible effet de reproduction et de copycat. Il y a un très faible effet de pulsion irrésistible parce qu'on a vu un film. Le nombre de copieur est extrêmement faible, notamment pour les crimes de sang. Par contre, il y a un problème de culture, de famille, parfois de contrôle social, de représentation de ce que l'État autorise et interdit. Et le fait de passer d'une culture de citoyen à une culture de consommateur, c'est-à-dire que tout se discute, tout se négocie, et il n'y a pas de règles particulières, ni de droits, ni de devoirs, est un élément qui a commencé à toucher les États-Unis, qui nous a touchés aussi, qui touche à peu près tout le monde, et qui est beaucoup plus important que ce qu'on voit ou pas à la télé. Par contre, il y a un élément très important, ce sont les jeux vidéo. Dans la capacité où on n'est pas responsable du film qu'on voit, dont on ne maîtrise ni le début ni la fin, et où quand on souffre, quand on meurt, et qu'on n'y peut rien. Alors que dans une partie des jeux vidéo, on peut trouver les modalités de reproduire les éléments et à la fin de gagner malgré tout. Et cet élément-là a été posé comme un sujet de discussion ouvert par mes collègues qui ont étudié ces questions. Brillante analyse d'Alain Bauer. Au bout de l'enquête, saison 2, les plus grandes affaires criminelles passées au crible.